Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour la deuxième partie de ce tuto numéro 23 consacré au noir et blanc dans Darktable. Dans l'épisode précédent, nous avons étudié les différentes notions essentielles au développement du noir et blanc. Ainsi, nous avons découvert qu'il n'existait pas un contraste, mais plusieurs types de contrastes. Nous avons vu les effets de la luminosité sur nos images, et nous avons découvert quelques petits outils essentiels au développement d'un noir et blanc dans Darktable, mais aussi ailleurs, comme par exemple la courbe des tonalités. Puis nous avons curieusement parlé couleurs, et nous nous étions quittés sur ces jolies petites couleurs et sur leurs effets sur le noir et blanc. Aujourd'hui, nous allons poursuivre nos investigations dans le monde merveilleux de la couleur et du noir et blanc, et nous allons voir un petit peu comment nous servir de la notion de filtre coloré dans Darktable afin d'encenser nos noirs et blancs. A tout de suite. Pour illustrer mon propos, j'ai choisi une photographie qui n'a pas de grande vertu artistique, mais qui présente plusieurs avantages. Ainsi, cette petite rosace composée de pétales en plastique contient ses tons les plus chauds dans la partie supérieure, tandis qu'en dessous, nous tomberons sur les tons les plus froids. En haut, nous avons donc le jaune, le orange, le rouge, le magenta, et en bas, le vert, le bleu et le violet. En partie basse. En arrière-plan, nous avons une végétation luxuriante, très dense, très riche, avec différentes tonalités de vert, et en premier plan, une sorte de pot de fleurs vert anis bien claquant. Le module roi dans Darktable pour faire des noirs et blancs et y appliquer des filtres de couleurs, c'est le module monochrome. Il va vous permettre de remplir ces deux tâches très facilement dans un seul et même espace. Si vous cliquez sur le module monochrome, vous l'activez et instantanément, vous voyez que votre image se désature en une seule opération. La première chose qu'il vous faut savoir, c'est qu'il n'y a absolument aucune différence entre activer le module monochrome et couper la saturation dans le module contraste, luminosité et saturation. Avec l'une ou l'autre des deux méthodes, vous obtiendrez le même résultat. Notre petit module monochrome contient un grand diagramme avec des petits carrés de couleurs. En bas à gauche, nous avons les tons bleus, les tons les plus froids, et en haut à droite, les tons rouges, les tons les plus chauds. Tout autour, nous tombons sur les déclinaisons de vert, et en bas à droite, de magenta. Plus nous nous rapprochons du cœur de notre diagramme, plus nous avons une sorte de mix sur des couleurs de compromis. Nous avons à notre disposition un anneau blanc. Cet anneau va vous permettre de serrer ou de desserrer votre choix, votre cible tonale. Ainsi, avec la molette de la souris, si nous la plaçons vers l'avant, nous allons serrer cet anneau, tandis que si nous le reculons, nous allons l'agrandir. L'opération va donc consister à déterminer une taille d'anneau en fonction de notre choix, et de déplacer celui-ci dans le diagramme jusqu'à aller chercher les tonalités qui nous intéressent pour les mettre en valeur ou pour les absorber. La deuxième chose qu'il vous faut savoir, c'est que plus vous rapprochez cet anneau des bords de votre diagramme, plus vous allez vous rapprocher des tons les plus tranchés, mais aussi des tons les plus sombres. Ainsi, en périphérie, vous serez dans les tons tranchés, très sombres, et plus vous vous rapprochez du cœur, plus vous allez vers le compromis et vers la lumière. Nous allons voir comment tout cela fonctionne, mais juste avant, une dernière petite chose, nous avons à notre disposition un curseur de l'haute lumière qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'ouvrir le robinet de l'haute lumière et de venir encenser ces dernières. Nous allons donc réduire notre anneau jusqu'à ce qu'il couvre à peu près 4 carreaux, et nous allons déplacer cet anneau. Je vous ferai observer que dès lors que je viens taper les angles de mon petit carré à 4 carreaux, j'ai déjà agi sur la tonalité de mon image. Regardez. J'ouvre, je ferme. Vous voyez que je commence petit à petit à cibler plus précisément les gammes. À l'aide du bouton gauche de ma souris, je vais donc pincer mon anneau et le déplacer et regarder ce qu'il se passe. Vous voyez qu'en déplaçant mon anneau, je vais favoriser telle ou telle couleur en fonction de sa tonalité. Vous voyez que dans les tons bleus, notre rosace est complètement uniforme, tandis que dans les tons verts, on commence à avoir une sorte de compromis tonal, où on commence à voir apparaître un petit peu tout ça. Dans les tons les plus chauds, c'est carrément le contraire qui se produit. Nous avons tout le haut de notre fleur, rappelez-vous, notre ligne de distinction virtuelle, tous les tons les plus chauds qui claquent et qui deviennent blancs, tandis que tous les tons les plus sombres qui s'uniformisent dans une sorte de gris foncé tirant vers le noir. L'arrière-plan d'ailleurs, qui était vert, je vous le rappelle, est complètement absorbé et uniformisé. Si je me rapproche des tons les plus clairs et les plus verts, là par contre, ma végétation claque, et on commence à distinguer plus précisément les tons froids, tandis qu'il se produit le contraire dans les tons chauds. Plus je me rapproche du bleu, plus je vais venir noyer l'ensemble, la végétation, la rosace et le pot de fleurs, dans une sorte de mix de couleurs assez ternes, assez uniformisées. Là, c'est ce qu'on appelle un noir et blanc raté. Si je resserre encore mon anneau, je vais préciser encore plus mon choix, et accentuer le problème. Et si je me place en périphérie, vous voyez que là, ma luminosité chute lamentablement. Elle chute dans les bleus, dans les verts, dans les rouges,
et dans les violets. Donc, si vous voulez cibler une couleur en particulier, vous allez resserrer votre anneau. Si vous voulez avoir plus de compromis, vous allez devoir l'ouvrir. Si vous voulez moins de lumière, vous allez vous déplacer vers les bords. Si vous voulez plus de lumière, pardonnez-moi, vous allez vous rapprocher du cœur de votre diagramme. Je vais donc me replacer au milieu et vous faire observer une petite chose. Vous voyez, si je commence à me déplacer par ici, je commence à voir apparaître des couleurs que je ne voyais pas tout à l'heure, comme par exemple le orange. Vous voyez? Si j'agrandis mon anneau, petit à petit, l'autre couleur qui était plutôt orange commence à se fondre puisqu'elle récupère un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, et on commence à rentrer dans une bulle de compromis. Vous voyez? Ici, mon orange n'a plus du tout la même couleur. Mes tons varient, puisque dans cet anneau, il fera la moyenne de toute la zone que vous couvrez. Nous allons revenir en arrière sur la partie en couleur. Regardez comme c'est précis. Ici, nous avons un magenta, et nous allons donc désaturer notre image, et nous allons chercher ce magenta pour le faire claquer plus particulièrement. Je vais donc serrer mon anneau pour le réduire à une casse, et je vais aller chercher le magenta plus précisément. Tac! Vous voyez que c'est le seul qui commence à se distinguer des autres. Voilà, le voici ici, bien serré, bien blanc, bien claquant, et on peut voir bien distinctement que c'est cette couleur-ci et pas les autres que nous sommes allés chercher. Magique, non? Vous allez donc pouvoir, grâce à ce petit module, encenser vos noirs et blancs en allant chercher des tonalités particulièrement dans vos images grâce à ce petit module très sympa, très magique, très fonctionnel, très facile d'utilisation. Il y a d'autres méthodes dans Darktable pour aller chercher la couleur et la faire varier, et ainsi faire varier la tonalité de vos noirs et blancs. Nous allons donc voir maintenant comment jouer sur la couleur avec d'autres outils dont vous ne soupçonniez peut-être pas l'utilité en noir et blanc. A tout de suite. Une des premières étapes dans le workflow consiste à régler ce que l'on appelle la balance des blancs. Ce petit dispositif qui rend à votre photo des blancs blancs, des noirs noirs, et donc qui restitue des couleurs qui sont justes. Lorsque la balance des blancs est déséquilibrée, vous avez souvent sur vos photos une dominante à ton plutôt jaune ou rouge ou bleu selon la température du déséquilibre de la balance des blancs. Si c'est très important dans une photographie en couleur, ça l'est beaucoup moins dans une photographie en noir et blanc, car celle-ci est désaturée et donc ses effets sont extrêmement atténués, voire disparaissent. Cela n'empêche pas le réglage de la balance des blancs de pouvoir agir sur les couleurs qui composaient jadis votre image et donc ainsi de faire varier les tons de cette dernière comme nous l'avons fait avec le module monochrome. Je vais donc me servir du module monochrome pour désaturer mon image et nous allons regarder ce qui se passe dans la balance des blancs. Nous avons donc un curseur de teinte, un curseur de température, un curseur de rouge, de vert et de bleu. Tous ces curseurs se fondent et se mélangent entre eux. Dès lors que vous en bougez un, vous faites varier les autres car lorsque vous bougez la teinte ou la température, vous allez déséquilibrer la proportion de rouge par rapport au vert et par rapport au bleu. Ainsi, ces trois curseurs vont se rééquilibrer entre eux automatiquement dès lors que vous allez bouger soit le curseur de température, soit le curseur de teinte. Mais vous avez la possibilité aussi d'agir plus précisément sur une couleur en particulier. Et si vous bougez le bleu ou le rouge ou le vert, vous allez bouger aussi simultanément les curseurs de température et de teinte. Ainsi, votre action sera identique sur les 5 curseurs, mais vous pouvez privilégier l'un par rapport à l'autre pour des raisons de souplesse ou de précision. Ainsi, si je prends mon curseur de teinte, observez ce qui se passe sur ma photo. Vous voyez que je peux faire varier la température, la teinte, pardonnez-moi, de mes couleurs et ainsi changer, bouleverser mon noir et blanc. Je vous ferai observer que dès que je bouge mon curseur de teinte, les autres curseurs bougent de façon dynamique et s'équilibrent entre eux. Si je prends le curseur de la température et que je le bouge aussi, il va se produire exactement le même effet. Je vais pousser à droite vers les couleurs les plus chaudes, enfin la température, pardonnez-moi, la plus chaude, et donc le bleu et le vert vont se couper, tandis que le rouge va augmenter. Si je le pousse vers la gauche, cette fois-ci, je vais privilégier plutôt les températures les plus froides, et donc faire monter les bleus et les verts, et couper le rouge, jusqu'à obtenir un résultat extrêmement tranché. Sympa, non ? Si je coupe juste le bleu, eh bien je vais pouvoir agir plus précisément dans ma démarche sur les tons les plus froids, mais vous remarquerez que le curseur de teinte et de température, eux, se rééquilibre automatiquement en fonction de la position de mon curseur de bleu. Si j'agis sur les verts, il se produit exactement la même chose. Et si je pousse les rouges, il se produit exactement la même chose. Vous voyez ?
La balance des blancs peut être un outil très précis, très sympa, pour aller bouger les couleurs de votre noir et blanc et ainsi les faire varier. Mais il existe encore un autre outil qui va vous permettre de le faire. Cet outil, c'est l'outil mixeur de canaux. Il est un petit peu plus difficile à appréhender, mais je suis certain qu'au bout de quelques petites heures de pratique, vous vous en sortirez très très bien. Allons jeter un œil vers ce petit mixeur de canaux. Dans un histogramme, vous avez 4 courbes. La courbe de luminosité, la courbe des rouges, des verts et des bleus. Le mixeur de canaux est une sorte de table de mixage qui va vous permettre d'influencer indépendamment les uns des autres sur le canal rouge ou sur le canal vert ou sur le canal bleu. Il va vous permettre de le faire sur votre image en règle générale, mais en plus, il va vous permettre de le faire plus précisément dans certains canaux, que vous allez pouvoir choisir là encore indépendamment les uns des autres. Le canal de teinte, de saturation, le canal de clarté, mais aussi le canal rouge, le vert, le bleu et le gris. C'est une sorte de petite usine à gaz qui va vous permettre de réaliser des choses très intéressantes, mais surtout des choses intéressantes dans le domaine de la couleur. Il est utile aussi dans le domaine des noirs et blancs, et plus particulièrement si on se limite au canal gris ou au canal de clarté, mais sachez qu'il remplira bien moins son office que ne le ferait le module monochrome et le module de balance des blancs. Je n'utilise que très rarement, voire quasiment pas, le mixeur de canaux dans mes noirs et blancs, mais je voulais vous montrer qu'il existe et que vous pouvez, vous aussi, de votre côté, vous livrer à quelques petits tests et voir si ce module vous convient et ce qu'il peut vous apporter éventuellement dans certaines situations. Une fois que vous avez sélectionné le canal qui vous intéresse, eh bien vous allez faire jouer la propension de rouge, de vert ou de bleu dans votre image et ainsi faire varier la tonalité de celle-ci. A contrario du module balance des blancs, le rééquilibrage entre les couleurs ne se fait pas automatiquement. Ainsi, si vous poussez les rouges et que vous poussez ensuite les verts, vous devrez certainement descendre les rouges pour rééquilibrer votre image, car au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une image complètement déséquilibrée, voire complètement immangeable. Si par exemple, je pousse le curseur des verts, vous voyez que je vais partir du noir à aller jusqu'au vert, et petit à petit, je vais pouvoir pousser la tonalité verte de mon image. Si je pousse les bleus, vous voyez que petit à petit je fais rentrer trop de jus, je vais donc devoir couper mes verts pour garder le bénéfice de mes bleus. Je peux remonter mes rouges, mais à ce moment-là, sans doute devrais-je baisser un petit peu mes bleus, etc., etc., etc. Un peu comme vous le feriez avec le triangle de l'exposition sur votre appareil photo. Livrez-vous à quelques petits essais, changez de canaux et regardez un peu ce que ce petit module mixeur de canaux pourrait vous apporter. Comme je vous le disais à l'instant, personnellement, je ne m'en sers que très très peu. Mais il a le mérite d'exister, sachez qu'il est là et à votre disposition dans Darktable. Nous avons vu les contrastes, la luminosité, les filtres de couleurs, nous avons fait joujou avec différents outils qui ont apporté leur lot d'amélioration, de précision dans nos noirs et blancs. Mais il nous reste une technique qui se répand actuellement sur le net comme un feu de paille. Cette technique, c'est le Dodge and Burn. C'est une technique qui consiste à éclaircir certaines zones et en assombrir d'autres, de manière à générer du contraste. Nous pouvons le faire bien entendu dans Darktable comme nous pourrions le faire dans Lightroom ou dans un autre outil classique, à partir des traditionnels outils de sélection graphique, comme par exemple le pinceau, les outils de sélection elliptique, les chemins, etc. Mais nous avons la chance dans Darktable d'avoir à notre disposition des masques paramétriques. Et grâce aux masques paramétriques, nous pouvons faire des Dodge and Burn assez facilement, très sympa, de façon très ciblée, et en plus sur les canaux qui nous intéressent. Allons jeter un œil sur cette petite technique qui bientôt, certainement, vous apportera énormément de satisfaction. Le Dodge and Burn est donc une technique qui consiste à apporter un peu plus de contraste dans votre image en créant des différences de potentiel entre certaines zones, généralement les zones les plus claires et les zones les plus sombres. Je vous le disais tout à l'heure, nous pouvons le faire bien entendu à partir des outils classiques de sélection, mais grâce au masque paramétrique, nous avons la possibilité de le faire de façon plus fine, plus tranchée et surtout sur des canaux plus particuliers qui nous intéressent. Plutôt que de vous rejouer ici le tuto sur les masques paramétriques, j'ai décidé plutôt de vous montrer comment j'ai décomposé mon travail pour partir de cette photographie-là et d'arriver à celle-ci. Donc à partir de mon original, j'ai désaturé celle-ci à l'aide du module monochrome, puis j'ai créé un module exposition 1 et un module exposition. Sur ce module exposition 1, je suis venu créer un masque paramétrique en ciblant, vous le voyez, les zones les plus sombres de mon image. Puis ensuite, sur le module exposition, je suis allé chercher les zones les plus claires, ici en jaune. Et ensuite, j'ai sous-exposé sur le module exposition 1 les zones les plus sombres, puis sur le module exposition, j'ai surexposé les zones les plus claires. J'ai rajouté une petite dose de contraste local, et ainsi une petite dose d'équaliseur pour venir encore affiner les détails. Avant, pendant, après. Sympa, non?
Ah, avant de se quitter, nous aurions pu rajouter sur cette image un petit peu de grain. Comment? Vous ne saviez pas que vous aviez un module grain dans Darktable? Ah là 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 là. Heureusement que la chaîne Carafif est là. Allez, on voit ça tout de suite. Vous vous souvenez de cette image? C'est une image que nous avons créée ensemble dans le tuto numéro 23, partie 1. Sur cette photo, comme sur la précédente, le paysage, comme sur n'importe quelle autre photo d'ailleurs, mais plus particulièrement sur les noirs et blancs, vous avez la possibilité d'apporter une note vintage à vos clichés grâce à ce petit module qui s'appelle grain, et qui, comme son nom l'indique, va vous permettre d'apporter du grain dans votre image, et ainsi essayer de restituer la note que vous apportez les tirages papier à l'époque de l'argentique. Attention toutefois, c'est un module qui apporte du grain, et un grain trop excessif, eh bien ça s'appelle du bruit. Ne remplacez pas un problème par un autre en poussant un peu trop vos réglages. Vous l'activez en cliquant sur ce petit bouton et instantanément, votre image reçoit le grain que vous avez réglé dans vos curseurs. Bien entendu, sur la vidéo, il est très difficile pour vous de les voir. Aussi, me permettrai-je d'agrandir légèrement l'image. Vous voyez que la présence du grain commence à apparaître et nous avons une granularité à 1600 ISO. Nous pouvons bien entendu réduire cette granularité ou l'augmenter jusqu'à une granularité de 64 000 ISO. De 6400 ISO, pardonnez-moi. Mais 6400 ISO, c'est vraiment beaucoup, d'autant plus si vous poussez un peu le curseur de force, où là, vous vous retrouvez à terme avec un travail vraiment dégueulasse. Comme vous pouvez le constater, là, pas besoin d'avoir une vidéo très précise, cela se passe de commentaires, c'est carrément imbuvable. Donc, dosez précisément la valeur en ISO, et bien entendu, la force de votre réglage, histoire d'être très fin et d'apporter à votre image juste le grain qui convient pour donner à votre photo la note vintage que vous recherchez. Si vous couplez le gain avec le vignettage, vous pouvez obtenir des résultats très sympas, très sympas même. Allez, on se rejoint tout de suite pour le bilan de ce tuto numéro 23, fin de deuxième partie. Je ne sais pas si cette photo vous plaît, mais si c'est le cas, sachez que je l'ai développée entièrement à partir du logiciel Darktable. Je suis donc parti de cette image pour obtenir celle-ci. Si j'y suis arrivé, il n'y a absolument aucune raison que vous n'y arriviez pas à votre tour. Importez donc une photographie en couleur de bonne qualité, observez où se situent les couleurs et dans quelle gamme, puis désaturez-la et observez-la encore à nouveau. Ne quittez pas des yeux votre petit copain d'histogramme en haut à droite de votre interface, il vous apportera des informations précieuses, de bonnes indications pour construire votre développement. Puis essayez de faire une projection mentale de la photographie telle que vous la souhaiteriez, et ensuite essayez d'imaginer les étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour obtenir ce résultat. Il vous restera ensuite à associer ces étapes aux bons outils que Darktable met à votre disposition. Lorsque vous obtiendrez votre résultat, confrontez-le à votre projection mentale et regardez si celle-ci correspond à votre résultat. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir sur votre historique étape par étape et regardez à chaque coup, à chaque numéro de pile, si vous étiez encore dans les clous. Si ça commence par exemple à coincer à partir de la 6, eh bien revenez en arrière et reconsidérez votre 6e étape. Une dernière chose avant de se quitter. Plus on parle retouche, moins on parle photo. Sachez que l'essentiel d'une photographie se gère à la prise de vue. Mes amis, je vous le dis, vous ne ferez pas de joli high-key avec une photo complètement bouchée, de même que vous ne ferez pas de joli low-key avec une photo complètement cramée. Vous n'obtiendrez pas de bons contrastes avec une photo carrément plate. Donc soignez votre prise de vue, allez chercher votre lumière, et n'oubliez pas, si vous avez votre histogramme ici dans votre interface de Darktable, vous pouvez l'avoir aussi en sortie de boîtier directement sur votre écran LCD. Activez cette fonction, elle vous aidera beaucoup à la prise de vue. Et normalement, il n'y a pas de raison, aucune, pour que vous ne fassiez pas les noirs et blancs que vous souhaitez. Une dernière chose avant de se quitter, nous aurions très bien pu utiliser dans ce tuto numéro 23 le module ombre et haute lumière. Mais celui-ci fera l'objet du prochain tuto numéro 24, car il mérite à lui seul un tuto. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 23, deuxième partie. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Carafif pour de nouvelles aventures, et n'oubliez pas, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. Et attention, plus d'excuses, faites-moi de beaux noirs et blancs. A bientôt, salut, bye bye.